M. Gabriel Nadeau-Dubois. Donc maintenant, on va passer à la période de questions. Donc vous avez 15 minutes à allouer. Donc si vous avez des questions par rapport au sujet pour M. Nadeau-Dubois. Oui, merci de votre intervention, M. Nadeau-Dubois. Marc Lorrain, de Montréal-Nord. Donc, on est bien conscient, nos enfants sont allés à l'école de Calixa-la-Vallée, Henri Bourassa. Donc, très multiculturel, très belle expérience pour eux. Vu que c'est le volet politique et que vous avez parlé de beaucoup d'éducation, ma question touche aux 2 points. C'est qu'est-ce que vous pensez du programme d'éthique et culture religieuse à l'école, qui a été une initiative justement pour que les jeunes apprennent à s'ouvrir aux autres, à l'autre, comprendre ceux qui sont autour d'eux. Il y a eu beaucoup de critiques à ce programme-là. Et c'était peut-être pas parfait, mais est-ce que vous pensez que c'est une bonne initiative? C'est quelque chose qui, justement, peut aider à ce que les jeunes de différentes origines puissent mieux se comprendre? C'est une bonne question parce qu'il y a eu toutes sortes de controverses, ouais. de débats autour de ce cours-là. Il y a certaines personnes qui ont fait très mauvaise presse au cours d'éthique et culture religieuse en prêtant toutes sortes d'intentions aux gens qui ont créé le programme et aux gens qui l'enseignent. Alors que c'est un programme qui est fondé sur une idée très simple, puis qui me semble difficile à contredire. L'idée selon laquelle le fait religieux, il existe dans nos sociétés. Il existe dans toutes les sociétés, puis c'est pas d'hier. Il y a des gens qui pratiquent différentes religions. Et la cohabitation de différentes traditions religieuses dans une même société, ça pose des défis, ça crée des débats, c'est normal. Et donc, ce cours-là est fondé sur cette idée-là. Il y a un fait religieux et il y a une cohabitation aujourd'hui dans les sociétés modernes, dans les sociétés contemporaines. Il y a une cohabitation de différentes traditions religieuses et ça pose des défis. Et pour répondre à ces défis-là, on a mis en place un cours qui enseigne aux jeunes l'existence de ces traditions religieuses-là et leur donne des outils pour décoder, comprendre, analyser, critiquer les différentes traditions religieuses. Moi, je trouve que cette idée-là, c'est une bonne idée. Je pense que c'est un cours qui a sa place pour ces raisons-là, et aussi parce qu'il y a un aspect les différentes traditions religieuses, ce sont aussi des cultures. Et ça fait partie de la culture générale qu'on doit transmettre, que d'apprendre à connaître ces différentes traditions religieuses-là. On n'est pas dans le prosélytisme, on n'est pas dans la conversion des jeunes à une, l'autre ou toutes ces traditions-là. C'est de donner aux jeunes les outils pour comprendre le monde dans lequel ils vivent, qui est un monde où il y a différentes traditions religieuses qui cohabitent. Et d'avoir des outils pour comprendre ça, je pense que ça fait partie ça fait partie du rôle de l'éducation. Et moi, donc, ce cours-là, je pense qu'il est fondé sur une bonne intention et une bonne idée. Est-ce qu'il est perfectible, le cours? Oui, il est perfectible. Il est perfectible. Est-ce qu'on pourrait le revoir pour, par exemple, ajouter peut-être plus de perspectives critiques sur les différentes traditions religieuses? Pourquoi pas? Moi, je suis tout à fait ouvert à ce qu'on en discute. Est-ce qu'on pourrait augmenter le volet, parce que c'est un cours qui a plusieurs volets. Là. Il y a un volet qui est plus un volet, disons, de philosophie, d'esprit critique. Est-ce qu'on pourrait lui donner davantage d'importance? Oui, on pourrait. Puis les gens qui ont créé le programme sont tout à fait ouverts à ce qu'on discute comme ça, de le réaménager pour voir comment il pourrait être amélioré. Mais l'idée de base, je pense que c'est une bonne idée. Oui, merci. Vous êtes sociologue, puis je le suis aussi. Mais j'aimerais dire que c'est aussi un problème de pouvoir enseigner les tenants et aboutissants d'une société. On peut enseigner à quelqu'un comment devenir un professionnel, mais comprendre dans quel système il va fonctionner, ça c'est pas mal difficile. Alors donc, c'est pour dire que c'est pas juste une question d'éthique religieuse, c'est une question d'éthique sociale aussi. Ouais. Mais comment le professeur peut être assuré de pouvoir faire son travail sans savoir qu'il est obligé de traîner un programme politique ou un autre? Et comment on peut avoir de la liberté dans l'éducation? En pensant aussi, par exemple, si on veut faire un cours sur les solidarités, lesquelles, alors, je trouve pas, moi, dans ma propre histoire de 70 ans passés, j'ai pas senti que l'école m'a jamais donné l'occasion de discuter de ce genre de questions.
C'est ce qui est de plus en plus évacué hein, dans les programmes d'éducation. Puis ça commence au primaire, mais au cégep, à l'université, les systèmes d'éducation au Québec, puis ça, on n'est pas une exception, c'est un peu partout dans le monde, le système d'éducation québécois, de plus en plus, est en train d'être privatisé. Puis quand je dis privatisé, je ne veux pas dire au sens que c'est des entreprises privées qui vont ouvrir des écoles. Je veux dire que ses finalités, son organisation, sa philosophie, son orientation, les valeurs que les écoles transmettent ont été privatisées, ou de plus en plus, et là, je le répète, c'est du primaire à l'université, les écoles sont vues comme une simple préparation au marché de l'emploi. On dit on va former des travailleuses, des travailleurs qualifiés, on va mettre en place des programmes qui vont de plus en plus valoriser des connaissances des compétences applicables, pratico-pratiques, et donc éventuellement rentables, au détriment de toute la mission humaniste, émancipatrice, critique de l'éducation. Et un cours comme éthique et culture religieuse, s'il est bien construit puis bien transmis, c'est une des dimensions de cet aspect-là de l'éducation critique qu'il faut, je pense, conserver puis qu'il faut faire grandir dans nos écoles. Donc, est-ce qu'il y a une autre question? Oui, Mme Isabelle. Merci beaucoup pour votre présentation. Je suis d'accord sur bien des points, mais je ne peux pas être d'accord. Les enfants comme les siens ont grandi à Montréal-Nord, et c'est grâce à des projets particuliers d'école qu'ils ont pu réussir. Moi, je pense que les projets particuliers sont très importants, mais qui doivent être accessibles à tous les enfants. Okay? Il y a des enfants qui sont plus dans la culture, qui ont plus de la musique, qui sont plus intellectuels, et c'est important que l'école publique, comme l'école privée aujourd'hui, réponde aux besoins de tous les jeunes. Okay? Il y a des enfants on a un enfant qui est surdoué, cet enfant-là a été malheureux toute son existence et n'a jamais voulu terminer ses études, il y en a beaucoup comme ça. On a un enfant qui a réussi parce qu'il adore la musique, il s'est trouvé à l'école Sainte-Gertrude à Montréal-Nord qui avait un projet en musique. Je pense que les projets spéciaux sont importants et il faut les maintenir, mais il faut les rendre accessibles à tous les enfants dans l'école publique. Je suis tout à fait d'accord avec vous, en fait. Le problème, c'est pas que les écoles puissent s'adapter aux différents intérêts des enfants puis développer des volets, des programmes particuliers, des concentrations dans certains domaines. Le problème, c'est quand l'existence de ces cheminements-là fait en sorte qu'on fait de la ségrégation, littéralement, puis c'est le cas aujourd'hui au Québec, entre les enfants qu'on considère méritants, bons, donc méritants ces programmes particuliers-là, et les enfants qu'on va, dans le fond, pacter dans des classes dites régulières, où il n'y a pas de projet particulier. Donc, en effet, le problème, c'est plus la sélection, c'est la manière dont on sélectionne les enfants. C'est pas l'existence de différents cheminements, de différents parcours. Ça, c'est une bonne chose, mais il faut le dire, en ce moment, au Québec, là, il y a un grave problème de ségrégation scolaire, où il y a maintenant un système d'éducation à 3 vitesses. Le privé, le public enrichi ou à cheminement particulier, et le reste. Et ça fait en sorte que des enfants, maintenant, il y a du sport-études en première année du primaire. Là. Donc, des enfants en première année se font dire, toi, tu mérites le programme international ou le programme enrichi parce que tu es bon, toi, non. En première année du primaire. Moi, j'ai vu des programmes particuliers au primaire où il y a des examens d'entrée au primaire, dans les écoles publiques au Québec aujourd'hui. Donc, moi, quand je vois ça, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un grave problème. Mais le problème, bien sûr, c'est la sélection. C'est pas le fait qu'il y ait des cheminements particuliers. C'est pas qu'il y ait des projets en art ou en sport ou en technologie. Le problème, c'est quand on trie les enfants. C'est quand on trie les enfants dès le plus jeune âge et qu'on leur met l'étiquette métaphoriquement dans le front en disant « toi, t'es un enrichi, puis toi, t'es un étudiant ». Et ça fait énormément de mal aux enfants. Quand très jeunes dans leur vie, on leur dit désolé, t'es pas assez bon pour aller dans le même classe. C'est pas la valeur des enfants au bon endroit. Exactement. Et personnellement, si je peux me permettre un petit mot personnel, moi-même, j'ai étudié à l'école secondaire Henri Bourassa à Montréal-Nord, dans le programme international.
Puis la ségrégation de laquelle vous parlez, en fait, même moi je la vois entre les jeunes, je la sens. C'est-à-dire que moi, en tant qu'étudiante de l'école secondaire Henri Bourassa au programme international, il y a aussi le programme régulier. Puis on sent vraiment cet esprit de concurrence, cet esprit c'est-à-dire de valorisation qu'on a, nous, les internationales, par rapport à ceux qui sont réguliers. Comme je donne un exemple simple, le programme, c'est-à-dire de maths, sciences nature de secondaire 5, exemple, oui, c'est la seule chose, peut-être vraiment, c'est juste ceux qui sont en sciences de la nature, on sent qu'il y a une certaine atmosphère commune. Mais sinon, on sent cet esprit vraiment de discrimination par rapport aux autres. Ah non, mais lui, il est juste en sciences, il est juste en régulier, ou encore par rapport au programme sciences de la nature et sciences normales. Ah non, mais lui, il est juste en CST, il n'y a pas de problème, c'est pas la même chose. Et en fait, ça, on le voit pas peut-être, mais on le sent, ça vraiment, ça joue dans l'esprit des enfants. Ah, mais ouais, puis on prend vraiment à la rigolade à un moment donné, mais plus on avance dans le temps, plus moi, personnellement, je le vois que ça affecte les jeunes. Moi, personnellement, là, j'ai des amis qui ont été issus de tous les programmes Henri Bourassa, puis on voit cette différence-là entre nous. On voit vraiment la grande différence, cet esprit de concurrence qui est entre nous, cet esprit vraiment de rejet des uns par rapport justement à l'intelligence, par rapport à ses capacités, alors qu'en fait, tout simplement, on n'a pas tous les mêmes capacités, puis ça, c'est une réalité que malheureusement, on rejette un peu trop souvent dans notre conception. Donc, est-ce que vous avez une autre question? Ok. En fait, vous avez parlé de la construction d'une culture commune. Moi, j'ai fait le cours d'histoire pour les jeunes secondaires et tout ça. Et la place des Premières Nations, elle n'est pas très avancée. Moi, tout mon secondaire, pour moi, les Premières Nations, on est très, très péjoratif et dédaigneux par rapport à eux. Donc, dans la construction des cultures communes, on met la langue française premier point, et ça, je suis totalement d'accord avec ça. Mais comment les donner leur place dans l'histoire, mais comment même, en tant que jeune issu de la diversité, comment m'enseigner ou m'initier aussi à leur parcours, à leur histoire, à leur sensibilité aussi. C'est une excellente question, parce que quand on dit construction d'une culture commune, la question c'est toujours quelle culture? Qui l'a construit? Et qui est inclus dans cette culture commune-là? Moi, vous savez probablement où je loge sur ces questions-là. Je considère que l'existence d'une culture commune, d'une culture nationale au Québec, c'est quelque chose d'important, qu'il faut protéger, qu'il faut valoriser. Et cette culture-là doit refléter la nation québécoise de 2017. Et la nation québécoise de 2017, elle est diversifiée. Alors, moi, je trouve ça toujours drôle quand souvent, dès qu'on entend certains politiques ou certains commentateurs parler, quand ils parlent de culture commune, quand ils parlent d'identité nationale, ils vont placer l'identité nationale d'un côté et la diversité de l'autre. Ils vont dire qu'il faut trouver un équilibre entre la culture commune, l'identité nationale et la diversité. C'est comme si c'était deux paramètres qu'il fallait organiser l'un en fonction de l'autre, comme s'il y avait comme une tension entre les deux ou une contradiction. Alors que pour moi, j'ai aucun malaise à dire qu'il y a une culture nationale au Québec, une culture commune, qu'elle s'organise autour de la langue française. Mais pour moi, cette culture-là, elle est diversifiée. Elle est diversifiée. Le Québec de 2017, il est diversifié. Et cette culture-là, qu'on construit, qu'on transmet dans les écoles, il faut qu'elle reflète ça. La culture auquel on devrait donner accès dans nos écoles, elle devrait refléter ça. Et là, ça ouvre tout le débat, bien sûr, sur la place des Premières Nations, dans le récit national, dans la culture, puis c'est tout à fait... c'est une excellente question, et il y a un problème dans la manière dont on enseigne l'histoire actuellement sur cette question-là. Les Autochtones, on en parle au début, du cours, dans le cours d'histoire, dans la manière dont le cours d'histoire est construit actuellement au secondaire. On en parle au début du cours, en disant qu'il y avait des gens avant Jacques Cartier, et ensuite, ces gens-là disparaissent de l'histoire du Québec. Complètement. Ils disparaissent. Ils étaient là avant, Jacques Cartier arrive, et là, on ne parle plus des Autochtones dans le récit historique au Québec. Et ça, c'est un gros problème. Puis l'autre enjeu, l'autre problème, c'est la place de la diversité dans l'histoire et dans la culture qu'on transmet. C'est-à-dire, je disais tantôt, l'école doit donner accès à la culture, c'est vrai, mais si les jeunes de Montréal-Nord
la fois où ils vont au théâtre dans l'année parce que l'école les amène au théâtre, ils vont voir une pièce où c'est que des blancs-becs qui vivent une réalité complètement différente de la leur. Ben, on donne pas beaucoup. La culture auquel on donne accès, c'est pas une culture avec laquelle les jeunes peuvent, à laquelle les jeunes peuvent s'identifier. Puis le message qu'on leur envoie, c'est vous faites pas partie en fait de la culture québécoise. Parce que quand on vous montre la culture québécoise, vous êtes jamais dedans. Et ça, donc c'est le défi, oui, de donner accès donc à la culture à l'école, mais de donner accès à une culture qui représente le Québec du 21e siècle. Et ça s'applique au théâtre, au cinéma, à la télévision. Et pour moi, le combat pour la préservation puis la promotion de la culture nationale québécoise et le combat pour une culture québécoise qui reflète le Québec d'aujourd'hui, c'est pas deux combats qui sont en contradiction ou en tension. Moi, c'est un seul et même combat. Pour moi, donc, moi, je comprends pas les gens qui mettent ça en tension ou en contradiction. Pour moi, c'est une seule et même chose. Promouvoir la culture nationale québécoise, promouvoir la diversité, ça devrait aller ensemble tout le temps. Donc, merci beaucoup, M. Gabriel Nadeau-Dubois. Je suis vraiment désolée, c'est la fin de la période des questions. Donc, je vous remercie encore une fois pour tous ces éclaircissements et merci encore pour votre Merci à vous. Malheureusement, je ne pourrai pas rester, c'est ça, je dois quitter, mais merci à vous, merci pour votre attention à vos questions et bonne fin de colloque. Merci beaucoup. Merci.